Conseil pour si vous voulez parler du vaginisme à quelqu'un ou voilà, avoir une discussion, c'est de demander généralement les particularités sexuelles, les envies et tout de l'autre. Et comme ça, vous pouvez dire, moi par exemple, la pénétration, comme j'ai du vaginisme, ça me parle pas. Et donc, ça implique une discussion qui ne soit pas autour d'un trouble, mais vraiment, on a des préférences. Et il y a des gens qui vivent toute leur vie avec du vaginisme et qui n'ont aucun problème avec ça, qui renoncent à l'idée de se soigner pour s'enlever pas mal de pression. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je dirais que le vaginisme peut être présenté comme une particularité, plus que comme un trouble. Comme ça permet de relâcher la pression. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Chose Étrange, le podcast où l'on peut discuter de vie affective et sexuelle sans tabou, normalement on va essayer de faire en sorte sans censure, et donc on est aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de quelque chose qui pour beaucoup reste encore trop souvent dans l'ombre, c'est le vaginisme et les douleurs. Donc si tu écoutes cet épisode actuellement, peut-être que il est possible que tu vives ou que tu aies vécu des douleurs pendant tes rapports ou que ta partenaire t'en ait parlé et t'ait fait part de ces douleurs. Donc déjà, cet épisode a un premier objectif, c'est de te dire que tu n'es pas seule, que ce n'est pas dans ta tête, que la douleur est réelle et que j'espère que tu trouveras dans nos échanges un petit peu de réconfort et de douceur dans ce moment de ta vie. Le sexe qui fait mal, c'est quelque chose dont on ne parle pas facilement. La sexualité, déjà au sens large, on n'en parle pas facilement, mais celle-ci, la douleur, c'est encore plus tabou. Et pourtant, ça touche beaucoup de femmes. Puisque selon une étude canadienne que j'ai trouvée, 5% des femmes de moins de 25 ans sont touchées par le vaginisme et une femme sur 6, tout âge confondu, souffre de vaginisme. Donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt étendu et assez courant finalement. Donc je suis très heureuse aujourd'hui d'être accompagnée d'Alix Garin. Alix, merci d'être là. Tu es autrice et illustratrice de la BD Impénétrable, que je vais essayer de montrer quelque part sans cacher ton visage. Et voilà, l'autrice d'Impénétrable, la BD, qui est sortie en septembre 2024, donc tout récemment. Et justement, tu parles de vaginisme. Moi, ta BD m'a beaucoup parlé, même un peu bouleversée, émue. Je n'ai pas souffert de vaginisme, donc je ne suis pas concernée, en tout cas par ça. Mais j'ai beaucoup aimé, tu m'as complètement embarquée dans ton histoire. J'ai complètement plongé avec toi dans le processus que tu as fait personnellement sur ton corps, sur ta sexualité, qui a débuté avec ce vaginisme que tu as à l'âge de 21 ans. Et puis, tu en as souffert pendant 4 ans. 4 ans que tu qualifies de 4 ans de déni, d'errance médicale, de traitement physique, psychologique, et puis tout cela dans le plus grand secret et du coup la plus grande solitude. Alors moi, j'aimerais bien savoir déjà, avant de présenter nos partenaires de podcast, j'aimerais bien savoir ce qui t'a donné envie de sortir justement de ce plus grand secret à cette plus grande exposition, parce que quand même, tu te mets littéralement à nu dans cette BD. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a envie de passer du secret comme ça à l'exposition de ce sujet ? Justement, comme tu l'as souligné, ça vient de la grande solitude, de la grande honte que je ressentais quand c'était en train de m'arriver. Et à l'époque, déjà, en fait, je m'étais un peu fait une promesse à moi-même. Moi qui ai les moyens de raconter des histoires en tant qu'autrice de BD, je me suis dit, c'est pas possible d'être aussi seule. Je suis sûre que ça concerne beaucoup plus de personnes qu'on pourrait le croire. Et un jour, quand je connaîtrai la fin, peu importe laquelle elle sera de ce chapitre de ma vie, j'aimerais bien le raconter. Et dans cette démarche, c'était hyper important d'assumer l'autobiographie, justement pour briser le tabou et pour venir sur le devant de la scène en disant « ça m'est arrivé, il n'y a pas de honte à avoir et voilà mon expérience ». Ok, trop bien. Merci pour ça, parce que tu vois, j'avais pas initialement prévu de faire un épisode sur le vaginisme, et lire ta BD m'a donné envie d'en faire un. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Donc ça, c'est un premier point de gagner, j'ai envie de dire. Et j'espère que vous serez nombreux ou nombreuses à nous écouter sur ce sujet-là, parce que ça concerne tout le monde, et les garçons et les filles, puisque à partir du moment où ta partenaire souffre de douleur, tu es forcément impliqué dans le processus. Alors, j'ai envie que vous vous présentiez, chacune votre tour. Peut-être vous pouvez
pouvez commencer par donner votre prénom, votre âge, votre pronom si vous voulez spécifier le pronom que vous voulez utiliser. Et puis pour vous lancer, j'ai envie de vous demander, comme on va parler de notre corps et de notre connexion et de la lecture qu'on peut avoir de notre corps, j'ai envie de vous dire, si votre corps, là tout de suite maintenant, pouvez vous envoyer un message, un snap, un vocal, peu importe, pour vous dire comment il sent, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Qui se lance sur cette petite présentation et la question de la météo corporelle? Allez, Jérémy, c'est pour toi. T'as vu, je t'ai sélectionné direct. Moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 22 ans, Okay. Et si mon corps devrait me parler aujourd'hui, il me dirait de me reposer. Un peu fatigué ces derniers temps, mais il faut que je l'écoute un peu plus. Ok, il dirait calme-toi. C'est ça. On va faire une petite sieste. Exactement. Après l'épisode, du coup, s'il Après te plaît, l'épisode. Jérémy. C'est ça. Ok, merci. Moi, je m'appelle Maëlle, j'ai 23 ans et je pense un peu comme toi, il me dirait d'aller me reposer mon corps. Ok. Je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans et mon corps, il me demanderait de le soigner plus que de se reposer. Ok, de prendre soin de lui. Oui, Ok. de prendre son temps, de beaucoup de choses. Ok. Merci à ton corps de le partager avec nous. Du coup, moi je m'appelle Yorel, j'ai 21 ans et ce qu'il me dirait, ce serait sûrement de un peu plus prendre soin de lui, je pense. Aussi. Voilà. Ok. Du coup, Ok. Bon, en tout cas, on peut tous constater qu'on a un fil direct avec notre corps parce que vous avez réussi à l'entendre. Après, savoir ce qu'on en fait des messages de notre corps, ça c'est une autre étape. Mais peut-être que pour entamer le sujet, on peut peut-être commencer par définir ce qu'on appelle le vaginisme. Il y a des noms différents qui circulent sur ces notions de douleur. Le vaginisme, c'est un mot qui est arrivé assez fréquemment, n'importe quoi, assez récemment. Est-ce que tu veux nous donner 2-3 éléments de compréhension justement de ces termes qu'on entend, etc. Oui, bien sûr. Donc, le vaginisme, c'est un mot qu'on utilise pour qualifier la contraction involontaire des muscles du périnée, donc les muscles qui entourent l'entrée du vagin. Et cette contraction rend difficile, voire complètement impossible, la pénétration vaginale. Ça peut se produire dans le cadre de rapports sexuels, mais aussi en dehors, dans certains cas. Ça dépend vraiment d'une femme à l'autre. Et ça peut apparaître dès les prémices de la vie sexuelle, ou bien se déclencher, se déclarer, alors qu'auparavant, on avait une sexualité, en tout cas sans problème particulier. Le vaginisme peut aussi accompagner un autre type de problème qui s'appelle les dyspareunies. Dyspareunie, c'est un mot compliqué pour qualifier les douleurs liées au sexe, particulièrement féminin. Et donc, il peut y avoir un vaginisme réactionnel suite au fait qu'on a une hypersensibilité, une inflammation, une pathologie autour de la vulve ou du vagin. Et donc, forcément, parce que le sexe fait mal, on n'a plus trop envie de faire du sexe et le corps se protège. Donc c'est très important quand on se retrouve dans une problématique où la pénétration est soit douloureuse, soit impossible, même si elle n'est pas douloureuse particulièrement, de toujours bien essayer de se tourner vers des professionnels de santé qualifiés pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème sous-jacent vraiment beaucoup plus, disons, médical que psychologique. Ok. Parce que donc, le vaginisme peut avoir des causes strictement psychologiques ou bien, comme je le disais, vraiment médicales, une infection, une inflammation. Ok. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait des causes potentiellement psychologiques, souvent, c'est potentiellement aussi pour ça qu'on retient les informations. On se dit, c'est dans ma tête, c'est de ma faute. Absolument. Malheureusement, il y a encore cette idée reçue que c'est pas grave d'avoir un petit peu mal quand on fait l'amour, surtout chez les femmes, ou en règle générale, chez les femmes, c'est pas très grave d'avoir un petit peu mal dans la vie. Ça, c'est très, très important de rappeler, de marteler qu'on ne doit jamais avoir mal quand on fait l'amour. Sauf si, évidemment, c'est un kink particulier, mais physiquement, votre corps ne doit pas piquer, ça ne doit pas brûler, ça ne doit pas faire mal. Ouais, j'avoue que ça, on le répète souvent dans les épisodes, notamment toutes les notions autour de la première fois, pareil, où on a tendance à dire à toutes les filles, ça va faire mal la première fois, c'est normal. Donc ça, on le répète, on le ressasse à chaque fois. C'est pour ça qu'il existe des lubrifiants, etc., à utiliser. Donc on ne doit jamais avoir mal. Et quand on a mal, il faut justement se poser la question. Est-ce que vous, le terme de vaginisme, c'est un terme que vous connaissiez et si oui, comment vous l'avez découvert? Ouais. Je l'avais découvert parce que j'étais avec ma copine quand elle a commencé à en souffrir. Ok. Elle a souffert à peu près 2 fois. Je ne sais pas si la première fois on pouvait qualifier ça comme ça, mais en tout cas, c'était à peu près les mêmes symptômes. Et
comme tout le monde inquiété, recherche Google, Doctissimo, oh quoi, j'ai un cancer, enfin bref. Non, en soi, on a regardé, puis ensuite on s'est renseigné, et bon, bah. Donc vous avez regardé ensemble d'où ça pouvait venir et du coup vous êtes assez vite tombé sur le terme de vaginisme. Ouais. Ok, d'accord, merci beaucoup. Moi, j'en ai entendu parler puisque ça m'a atteinte. Donc, je me suis renseignée et actuellement, on en parle, on connaît, tout le monde connaît le mot vaginisme. Donc, c'est plutôt simple actuellement de se renseigner dessus, même si c'est encore difficile d'accès et on a peu de repères, mais sur Internet, notamment, on peut trouver beaucoup de ressources dessus. Ouais, donc comme Yorel, tu as l'impression qu'à partir du moment où on cherche douleur, je sais pas quelle était la recherche d'ailleurs que vous avez fait l'une ou l'autre sur ce... Honnêtement, j'ai plus de souvenirs, mais c'était aussi pendant mes premiers rapports. Et de manière générale, je pense que les gens se renseignent avec leur conjointe. Et voilà, ça se fait de manière naturelle pour aider l'autre, je pense. Donc toi, dès tes premiers rapports, tu as eu des douleurs et donc tu as identifié le vaginisme. Ok. Maëlle ? Moi, je l'ai compris un peu plus tôt. Enfin, avant mes premiers rapports, c'était au moment de l'insertion de mon premier tampon. Et je vois que ça passe pas du tout. Je me dis, ok, il y a un problème. Et je regarde sur Internet. Et là, je tombe sur un vieux blog qui parle de vaginisme. Et donc, à l'époque, je me dis, peut-être que je suis jeune, j'ai eu mes rectos, donc on va attendre. Et au final, de consultations gynécologiques qui fonctionnent pas, au premier rapport qui fonctionne pas non plus, j'ai compris que j'avais du vaginisme. Mais du coup, ça s'est fait en amont des premières fois, vraiment, dans l'exploration de mon corps, on va dire. Ok, donc tu as dû chercher En tout cas, tu as été mise sur la route avant même d'avoir des rapports sexuels. Tu as senti qu'il y avait déjà ce... C'est ça. J'avais déjà l'indice. Je voulais pas forcément poser le diagnostic, mais j'avais une petite idée. Ok, merci. Et Jérémy, toi, tu en avais déjà entendu parler ? J'en avais déjà entendu parler lors d'une ancienne relation où elle avait du vaginisme. Et juste avant d'être avec cette personne, j'étais pas du tout au courant, je savais pas que ça existait. Et on en a beaucoup parlé parce qu'elle me disait que fallait en discuter, fallait en parler, c'était important pour elle. Donc j'avais écouté, surtout qu'elle m'avait expliqué que dans ses anciennes relations, ça avait été mal géré, entre guillemets, avec le partenaire. Donc c'est comme ça que j'ai pu en découvrir plus en parlant avec elle. Intéressant. Quand tu dis mal géré, est-ce qu'elle identifiait ce qui avait été mal géré justement avec ses anciens partenaires ? C'était la vision où le partenaire avait de la frustration, où, entre guillemets, on lui lançait la faute. Alors que, comme c'est expliqué, c'est un sentiment, c'est quelque chose d'involontaire, c'est pas de sa faute. Et ce message-là, elle l'a pas reçu. Et ses anciennes relations lui faisaient comprendre que c'était peut-être de sa faute ou était frustrée parce que ça fonctionne pas. Et voilà, c'est sur ça on a beaucoup discuté. Et aussi faire comprendre que c'était pas sa faute et qu'il y avait pas de souci à ça. Ouais, ok. C'est super important et je pense qu'on va en parler de la façon d'aborder ce sujet-là quand on est en couple ou en tout cas avec ses partenaires. Et du coup, vous, Maëlle et Chloé, quand vous avez eu ces premières douleurs ou en tout cas des douleurs pendant vos rapports, comment vous avez accueilli ce moment-là de la douleur ? Est-ce que vous vous êtes dit je vais en parler tout de suite à mes partenaires ? Est-ce que vous avez quand même continué un peu en vous disant ça va passer ? Alors moi, donc ma première fois, ça m'a fait très mal. Mais forcément, au début, comme on nous met en tête que c'est normal d'avoir mal, on se force un peu. Donc j'ai recommencé et ça m'a encore fait mal. Donc j'ai recommencé, ça m'a encore fait mal. Mais c'est pas une douleur où je me dis, bon, si je force un peu, je peux le faire. C'est une douleur où vraiment, je pleure de douleur. Donc, il y a forcément, je le dis, puisque ça se voit, même physiquement sur mon visage, ça se lit. Et donc, ma première relation était très compliquée pour ça, puisque pendant 1 an et demi, on n'avait pas de pénétration, puisque j'étais incapable de le faire, et puis que ça crée beaucoup de traumatisme, beaucoup de... une peur, c'est rien que le fait d'essayer, ça fait
fait peur. Et puis, des fois, j'essayais, mais je me suis toujours un peu forcée. Et depuis, ça va un peu mieux. Mais dès que je suis un peu moins attirée par une personne, ça se voit directement. Vraiment, mon corps refuse parfois les personnes. Donc mon corps traduit mes pensées. Voilà. Ouais, donc il y a à la fois, on va dire, une impossibilité physique, de toute façon, même quand tu es excité, même quand ton partenaire est un partenaire avec qui tu as envie. Et puis, c'est d'autant plus fort si en plus tu n'as pas envie et que ton corps te dit « hop, 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 n'y va pas ». Il y a à des moments, ça peut marcher vraiment sans douleur, mais faut que je sois bien préparée, bien excitée. Faut que j'ai tout un florilège de bonnes choses avec moi. Mais ça marche d'ailleurs mieux quand c'est quelqu'un que je connais bien, qui connaît mon corps. Mais oui, de manière générale, chaque relation que j'ai, ça me fait un peu mal et je me force un peu. Des fois, je me force pour qu'au final, ça se passe bien. Et des fois, ça dépend aussi beaucoup du partenaire. Des fois, même le partenaire n'est pas réceptif à ce qu'on lui dit. Comme ça s'est passé avec ton ex-copine. Ex-copine, hein. Oui. Y a moi, j'ai des relations hétérosexuelles. Donc, les hommes, il y en a beaucoup qui le prennent mal, qui se disent qu'on n'est pas attiré par eux. Il y en a qui nous disent, ça m'est arrivé tellement trop de fois, des gens qui nous disent t'inquiète pas, avec moi ça va passer, je vais te soigner. Non. Et puis il y en a qui forcent et voilà, ça donne lieu à beaucoup d'agressivité, de violence, sans que ce soit de la pure violence, ça l'engendre quand même. Et voilà. Ouais, si, c'est de la violence à partir du moment où tu as un partenaire qui n'écoute pas ce que tu lui dis, qui pense mieux savoir que toi comment ton corps fonctionne et qui force. Tu as utilisé le mot forcer, on peut clairement parler de violence. Puis tu as aussi beaucoup parlé de la peur d'anticipation, en tout cas je l'ai entendu comme ça. Est-ce que Maëlle, c'est quelque chose, ou Alix, des choses que vous avez vécues, cette anticipation de la douleur qui est presque aussi forte, alors peut-être pas aussi forte que la douleur, mais... Je pense que c'est vraiment le cercle vicieux du vaginisme, c'est-à-dire que t'as mal, du coup t'as encore plus peur la prochaine fois d'avoir mal, donc ça te bloque. Personnellement, moi je sais que ma première relation, je savais déjà que j'avais du vaginisme, donc j'ai mis les bases, et du coup je pense que ça a conditionné le fait que j'étais un peu plus à l'aise à poser mes limites, à dire on va y aller en douceur, on va faire petit à petit, on va pas commencer par la pénétration. Mais oui, il y avait vraiment à chaque fois une grande appréhension de la douleur, et encore plus quand ça se passe mal, du coup la prochaine fois est plus dure. Et ouais, cette anticipation, Alix, toi aussi, Oui, complètement. Moi, en plus, donc, ça s'est déclaré après mon entrée dans la vie sexuelle. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu 4 ans d'une sexualité donc, hétérosexuelle tout à fait satisfaisante. Et puis, les symptômes sont apparus petit à petit parce que moi, j'ai eu un vaginisme réactionnel qui suivait l'apparition d'une vulvodynie. Donc, c'est une hypersensibilité qui est située à l'entrée du vagin sur la vulve. Donc ça, par contre, c'est vraiment une pathologie un peu plus, disons, médicale. Et comme ça brûle, que ça fait un peu mal, ok, tiens, ça fait un petit peu mal, bon, on verra bien la prochaine fois. J'avais pas ça avant, donc la fois suivante, ça fait toujours mal. La fois suivante, ça fait plus mal. Du coup, la fois d'après, t'es là, j'espère que je vais pas avoir mal. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce que quand on a peur d'avoir mal, c'est très difficile d'être en désir. D'être vraiment... et je distingue le désir de vraiment l'excitation, c'est-à-dire mon corps, il répond aux stimuli d'excitation, mais par contre, se projeter et se dire « Tiens, j'ai envie aujourd'hui, vas-y, on se lance », ça, c'est beaucoup plus difficile, et oui. Et le problème, moi, c'est que je me suis tue pendant longtemps. Donc, en fait, j'ai caché ce problème à mon partenaire, parce qu'au début, ça s'est installé très progressivement, cette douleur, donc je pouvais encore la cacher, jusqu'au moment où, évidemment, elle a pris des proportions énormes, où moi aussi, ça me faisait pleurer de mal. Et là, j'ai été bien obligée de reconnaître que j'avais un souci, y compris me le reconnaître à moi-même, parce que je me disais, ça allait très bien avant, pourquoi ça va plus, c'est moi le problème. Et ça, c'est des fausses croyances qui m'ont fait beaucoup de tort, qui ont aggravé le problème, alors qu'au début, c'était un petit truc. Ouais.
Ouais, le fait de le garder pour toi et de t'auto-convaincre que ça allait passer, forcément, a accentué le problème et le cercle vicieux dont tu parles, Maëlle, qui fait que, en fait, l'anticipation de la douleur crée de la douleur et ainsi de suite. Et du coup, toi, Yorel, quand c'est arrivé à ta compagne, comment tu as réagi quand elle te l'a partagé ? Enfin, comment vous avez abordé Est-ce qu'elle te l'a partagé tout de suite ? Est-ce que tu l'as vu ? Alors, c'était assez particulier. Il y a même un contexte assez précis qui, du coup, rend la situation assez particulière. C'est que, du coup, elle est suisse. Et du coup, je suis parti de France pour aller vivre avec elle en Suisse. Et en gros, j'étais en attente d'un entretien. Et elle a eu une sorte de 2 semaines où est-ce qu'elle a eu des douleurs très similaires au vaginisme, enfin symptômes de vaginisme, quoi. Et une fois que j'ai eu l'emploi, ça s'est très bien passé. Enfin, il n'y a pas eu de problème. Enfin, ça, c'est assez particulier. C'est pour ça que je ne sais pas comment le qualifier, parce que plus on l'écrit comme ça, plus je me dis, est-ce que ce serait pas quelque chose de bien précis et sur lequel, dans ce cas-là, on a posé un diagnostic totalement mal foutu, mais et puis ensuite, après, j'ai perdu ce travail et j'en ai eu un autre qui était clairement mal payé. Et du coup, c'est revenu. Et bon, de fil en aiguille, on a dû retourner en France et machin. Et c'est toujours pas parti. Bon, on a appris à faire avec, comme tout. Mais oui, quoi. Là, je reconnais un petit peu toutes ces histoires. Le cercle vicieux, l'anticipation, la gestion de la frustration. Enfin, tout ça, oui. C'est assez, c'est assez particulier. Ok, donc j'entends en tout cas dans ce que tu dis dans ton témoignage, c'est que tu dis qu'il y a peut-être un élément extérieur, peut-être lié à l'anxiété, enfin en tout cas à votre contexte professionnel et personnel qui fait que ça a peut-être créé quelque chose chez elle. Et après, en revanche, tu reconnais aussi, on va dire, l'expression de ce vaginisme et puis tout ce qui peut entraîner. Vous êtes déjà, j'allais dire, même les garçons, est-ce que ça vous parle ce truc d'un moment ton corps qui répond plus comme tu voudrais qu'il te réponde, si on sort du vaginisme, parce que c'est ça qui est aussi très frustrant pour ces jeunes femmes qui le vivent, c'est que c'est ce que tu dis, tu le décorrèles aussi du désir, tu peux avoir du désir mais pour autant être complètement bloqué. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, vous, en tant que personne à pénis ? Dans un contexte sexuel, non. Jamais de panne. Heureusement, j'ai envie de dire. Non, mais je te prépare à ce que ça puisse t'arriver un jour, hein. Ce serait étonnant. J'espère au moins attendre 45 ans. C'est pas lié à l'âge. Désolée de te briser quelques croyances comme ça un peu brutalement. Non, ça t'arrivera probablement avant. Non, uniquement musculaire pour ma part. Ok, qu'est-ce que tu appelles uniquement musculaire ? Des fois où est-ce que je me suis levé et là d'un coup ma jambe lâche, je tombe dans les escaliers. Ok, donc pas lié au sexe, tu veux dire, pas lié à ton pénis, quoi. Ok. Je dirais pour les deux. Ça, c'est déjà arrivé. Je l'ai déjà eu, mais quand c'est bien discuté, il n'y a pas de honte en fait à avoir. Ça peut arriver à tous. Et sur le moment, oui, t'en discutes. Et puis après, c'est comme ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de drame. Et puis musculairement aussi, on fait du sport, on se blesse, on se dit mais pourquoi ça m'arrive ? Pourtant, j'étais préparé, je me sentais bien. C'est une fatalité, mais en même temps, après, il y a tellement de solutions, on peut se relever, on peut discuter, il y a le travail derrière à faire. Donc à chaque fois, je pense que ça passe aussi par la communication et pas de jugement, c'est ça. Ouais, bien sûr. Parce que je pense qu'effectivement, on a parlé de la culture un peu de la douleur chez les filles. On rentre dans la vie sexuelle avec ça. C'est genre, ça va faire mal, c'est ok, habitue-toi. Et puis après, éventuellement, après ça, il pourrait y avoir un peu plus de plaisir. Et puis, il y a aussi ce truc un peu de la performance. Et c'est pour ça que je vous posais la question, vous les garçons. C'est que je pense que de toute façon, on l'a subi un peu tous différemment. Mais qui probablement aussi te fait taire quand il y a un truc qui fonctionne, qui dysfonctionne ou qui ne fonctionne pas comme ça fonctionnait avant. Et donc pouvoir se dire, il y a un endroit où je vais pouvoir le partager à mes partenaires sans qu'on me regarde en disant fille a problème ou mec a problème, c'est quand même vachement plus confortable. Vas-y. Aussi, je pense qu'il y a vachement plus de représentation des troubles de l'érection qu'il y en a du vaginisme et des douleurs
disons, très problématiques liées à la sexualité des femmes. Ouais. Donc tous, on a déjà en tête cette idée que chez les hommes, ça peut arriver, c'est pas grave, ça peut être lié à plein de facteurs, et on en parle, et bon, la prochaine fois, ça ira mieux. Et comme on n'a pas trop cette représentation chez les femmes, ça prend très vite des proportions, genre, merde, j'ai vraiment un problème, j'ai honte, il n'y a qu'à moi que ça arrive, je vais passer pour je sais pas quoi. Et c'est aussi ça le problème. D'où l'importance de faire des émissions comme ça, de représentation, pour dire ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à tous les âges, et ça peut passer aussi. Ouais, carrément. Et en plus, ce qui est intéressant, donc vous toutes les deux, ça est arrivé très tôt, avant même d'avoir des rapports pour toi, Maëlle, et puis toi, tout au début de ta vie sexuelle. Toi, il y avait eu une vie avant, sans problème, et j'ai envie de te quoter de ta BD. Tu dis, et un jour, quand on a fait l'amour, j'ai mal. C'est normal d'avoir mal. C'est normal de ne pas jouir à chaque fois. Jamais, en fait. C'est normal de devoir se forcer un peu. C'est important d'avoir des rapports, souvent. T'as 21 ans, t'es amoureuse, t'es en couple, donc tu baises. T'as toujours aimé ça, il n'y a pas de raison que ça change. Entre nous, rien n'a changé, donc le problème vient de toi. Et je trouve que ce dialogue intérieur que tu décris si bien, c'est vraiment un espèce de condensé de toutes les croyances bien sclérosantes qu'on peut avoir. Et donc 21 ans, t'étais toute jeune, et qui viennent bloquer la communication dont tu parles, Jérémy, et puis en plus t'auto-culpabiliser, donc maintenir un bon couvercle bien fermé sur ça. C'est des pensées comme ça, là, les croyances qu'Alix pose dans sa BD. Est-ce que c'est des pensées qui vous ont traversé ce genre de... Donc c'est normal de se forcer un peu, c'est important d'avoir des rapports souvent, t'es amoureuse, t'es en couple, donc tu baises. Ouais, je pense qu'on les partage un peu tous et toutes. Moi, j'avais aussi cette idée que la sexualité, c'est hyper important pour l'épanouissement du couple. Donc forcément, qui dit problème dans la sexualité, dit problème dans le couple. Et donc, je me disais, faut le régler vite. Et du coup, quitte à le régler vite, ça veut dire aussi se forcer, ça veut dire aussi pas s'écouter, pas prendre le temps. Donc ouais, je partage aussi ces constats-là. Ouais, carrément. Le ciment du couple, la sexualité. Donc s'il n'y a plus de ciment, il n'y a plus de couple. Et tu parlais de... Alors, et du coup, justement, comme on parle de communication, comment on en parle avec son ou sa partenaire? Comment vous avez trouvé les mots? Quels sont les mots que vous avez aimé entendre de votre partenaire? Qu'est-ce qu'on pourrait, en tout cas, à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui fait du bien dans ces moments-là, dans la communication qu'on peut avoir? Alors déjà, pas dire avec moi, ça va fonctionner. Chloé, ça on a compris. À vrai dire, je ne sais pas trop. Je pense que le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui ne met aucune pression, même si ça prend des mois ou des années. Mais ça n'a pas été mon cas. Là, à chaque fois, les personnes, au bout d'un moment, deviennent trop impatientes. Et donc, je sais les choses à ne pas dire, plutôt que les choses à dire. Vas-y, c'est déjà hyper outillant, les choses à ne pas dire. Quelque chose qu'on m'avait dit qui m'avait énormément blessée. Mon premier copain m'avait dit qu'il était super triste que je sois atteinte de vaginisme, puisque ça voudrait dire que quand on voudrait faire des enfants ensemble, j'aurais encore mal et je ne voudrais toujours pas... je prendrais pas de plaisir en faisant des enfants. En fait, en disant ça, on a l'impression qu'on est condamné et que ça évoluera jamais et que on est prisonnier de cette maladie. Et faut surtout pas montrer à quelqu'un qui va vivre toute sa vie avec. Faut, je sais pas, essayer de l'accompagner. Et puis, faut aussi accepter que les gens, parfois, veulent prendre leur temps parce qu'on a beaucoup voulu m'aider à trouver des solutions. Enfin, ça, c'était surtout mes amis. Mais à un moment où moi, je voulais pas de solution, où ça m'effrayait trop. Et des fois, il faut juste laisser du temps à la personne. Et je sais que les gens pensent bien faire en proposant des solutions. Mais moi, ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Ça me ramenait toujours au fait que le sexe, c'est primordial. Il faut que je le fasse. Il faut que j'y arrive. Alors que pas forcément. Il y a d'autres... alternative que la pénétration. Donc, voilà.
Ça me donne envie de rebondir parce que c'est hyper intéressant ce que tu soulèves et c'est important de le marteler, c'est que le droit au sexe, ça n'existe pas. On ne doit de sexe à personne, ni au sein d'un couple, ni à ses sex friends, ni à même quelqu'un avec qui on avait établi une sexualité. Le devoir conjugal, c'est encore un mot qui existe dans le vocabulaire. Il faut oublier complètement ça, quoi. Et donc aussi de le répéter, y compris à des partenaires qui seraient là en attente, en disant non mais tu me dois de faire du sexe avec moi parce que t'es ma copine. C'est inadmissible de dire ça. Ouais, et c'est comme tu dis, c'est très culturel et c'est très ancré dans notre culture. Et donc même nous, enfin, on a tous et toutes intégré ça, ce truc du devoir conjugal. Moi, il y a encore pas longtemps, on m'a demandé, mais le droit conjugal, c'est bien inscrit dans la loi, on est d'accord. Ce n'est plus inscrit dans la loi. Personne ne doit de sexe à personne. C'était le cas, effectivement, il y a des années, mais ce n'est plus le cas, donc on ne doit de sexe à personne. Et effectivement, c'est hyper important aussi ce que tu dis de respecter les timings de la personne concernée. Et c'est comme tu dis parfois ça vient d'une bonne intention. Là, des amis, c'est juste qu'ils ont envie que tu ailles mieux et que tu te sentes mieux. Et ça peut être hyper pushy de se dire ok, donc j'ai vraiment un problème. Il y a écrit problème à régler vite et bien. Donc c'est horrible parce que ça te met, comme tu dis, c'est très enfermant et très douloureux. Et puis il y avait beaucoup d'anticipation de ton premier partenaire à te rangée dans la case de future maman, que tu ne veux peut-être pas être d'ailleurs. C'est waouh, il y a beaucoup d'infos d'un coup dans cette phrase. Je comprends qu'elle t'ait marquée. J'espère que tu as réussi à t'en laver, c'est ce qui me vient. Ok, et Maëlle, toi, qu'est-ce que tu penses qui fait du bien d'entendre ou toi que tu as réussi à exprimer et tu as senti que c'était constructif, entre guillemets, avec un partenaire? Alors moi, ce que je conseille pour, si vous voulez parler du vaginisme à quelqu'un ou voilà, avoir une discussion, c'est de demander généralement les particularités sexuelles, les envies et tout de l'autre. Et comme ça, vous pouvez dire, bah moi, par exemple, la pénétration, comme j'ai du vaginisme, ça ne me parle pas. Et donc, ça implique une discussion qui ne soit pas autour d'un trouble, mais vraiment, on a des préférences. Et il y a des gens qui vivent toute leur vie avec du vaginisme et qui n'ont aucun problème avec ça, qui renoncent à l'idée de se soigner pour s'enlever pas mal de pression. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je dirais que le vaginisme peut être présenté comme une particularité, plus que comme un trouble. Comme ça permet de relâcher la pression. J'adore parce que du coup, tu pointes le sujet, quand même, qui est quand même très très fort et qui met de la pression à tout le monde. C'est cette histoire de pénétration. C'est-à-dire, c'est comme si on ne pouvait faire l'amour que d'une seule façon, qui est la pénétration. Et quand du coup, il y a effectivement un enjeu autour de la pénétration, c'est comme si le château de cartes s'écroulait. Donc c'est super intéressant que tu le présentes comme ça en disant en fait on va juste parler de ce qu'on kiffe et du coup la pénétration me concernant c'est pas ouf et du coup ça force entre guillemets à être plus créatif et à ouvrir le champ des possibles merveilleux qui est la sexualité autre que pénétrative. Trop bien. Et quand t'en avais parlé toi avec ton ex Jérémy, alors, visiblement, vous aviez une communication plutôt super fluide. Oui. Toi, comment tu t'es sentie? Est-ce que, en toute honnêteté, est-ce que tu t'es dit ça va quand même être une galère, ce truc de ne pas pouvoir faire de pénétration? Non, parce que même l'un des premiers arguments qu'elle a évoqué, c'était aussi il y avait d'autres solutions. Et sur le moment, si t'aimes la personne et si vous vous sentez bien, tu veux que son plaisir. Sinon, si elle souffre, je pense que vous n'y gagnez rien et c'est plus problématique qu'autre chose. Donc il y avait d'autres solutions, on en a parlé. Mais de temps en temps, on réessayait. Parfois ça marchait, parfois c'était compliqué. Puis on arrête, il n'y a pas de souci. Parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, il ne faut pas créer cette frustration du « c'est ma faute, on ne peut pas le faire ». Il y a plusieurs solutions et donc ce soir, on a beaucoup discuté et ça allait bien au final. Et est-ce que, je suis très curieuse, tu me dis si je pose des questions trop intrusives, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir une sexualité différente du coup avec cette personne-là? Différente de tes relations d'avant? Oui, parce qu'il y avait une approche différente. Celle-là, c'était beaucoup plus de communication. Même j'étais peut-être à un moment de ma vie où j'étais plus renfermé, mais même cette relation m'a permis de plus m'ouvrir, de parler de choses dans mes relations. Parce que on le dit, c'est le ciment, on a parlé du ciment, mais la communication, c'est très important. Et je pense que ça m'a aidé. C'est le vrai ciment, si on doit changer la phrase. J'aime te l'entendre dire. Ouais, voilà, je pense que ça m'a aidé à ce moment-là d'ouvrir un sujet qui est, on l'a pu le dire un peu tabou, que ce soit avec mes amis, famille ou même à l'école. C'est vraiment pas un sujet qui a été abordé, même la sexualité en général. Donc pouvoir parler de ça avec une personne en qui j'avais confiance et qui avait confiance en moi,
Moi, je pense que ça m'a fait grandir, on a grandi. Bon, on n'est plus ensemble, mais ça nous a aidés. Et je pense que sur le moment, c'était très intéressant aussi de savoir et de pouvoir, même dans d'autres cas, aider des gens, même si ça m'arrive une prochaine fois dans une nouvelle relation, de savoir peut-être quoi dire ou ne pas dire ou ne pas faire. Ok. Donc j'en reviens à la frustration que tu évoquais tout à l'heure, Yorel. Est-ce que tu as eu l'impression d'être plus frustré dans cette relation-là sexuelle ou pas ? Non, parce que j'allais pas me mettre dans une position où ah non, mais c'est dommage parce que on voit que la personne souffre et ce serait très égoïste d'être frustré. On voudrait pas que notre partenaire souffre. Donc l'essentiel, c'est de l'accompagner. C'est juste que faut pas aussi que la personne se force pour nous faire plaisir. Encore une fois, l'argument, c'est si les deux vont bien, ça ira. Il faut pas essayer de créer, de forcer quelque chose qui n'est pas naturel, parce qu'après, il y aura forcément un problème derrière. Ouais. La seule chose que ça force, c'est ça force à justement sortir d'une sexualité un peu cliché avec la pénétration en ligne de mire ultime, quoi. Mmh. Et Yorel, toi, sur cette notion de frustration qui est évidemment partagée, je pense, j'imagine, quand ça arrive par les deux partenaires, est-ce que du coup, ça vous a justement forcé à penser votre sexualité différemment ? Oui, définitivement. Disons que c'est assez... j'ai, pour l'instant, toujours été son partenaire, quoi. Elle a eu sa première fois avec moi, donc forcément... puisque c'était un peu dans les débuts de notre couple, il y avait cette routine qui s'installait, pas une mauvaise routine non plus, donc forcément, ça casse cette idée de routine. Sur le coup, oui, il y a cette légère panique de « Merde, putain, comment on va le faire ?» Et puis ensuite, on se dit « Ouais, mais il y a ça qui est pas mal aussi, et machin, et on y réfléchit, on approche la chose différemment. » Après... Pour la notion de frustration, c'est pas tant l'idée du sexe pénétratif ou quoi que ce soit, c'était notamment un sujet qui a été assez lourd à lire pour moi personnellement dans le livre d'Alix. Ça a été la perte de désir, c'est-à-dire vraiment cette idée de, par exemple, le mood d'être dans le mood de faire l'amour, ou même dans l'aspect le plus cru, on va dire baiser, enfin voilà. Mais cette idée qu'il y a le petit bain, et que non, faut déjà le pédilive. C'est-à-dire, non, on ne peut pas rentrer dedans tout de suite. C'est cette idée on devient neutre, passif, blanc, plus rien. Et c'est assez dur à lire. C'est pour ça, d'ailleurs, je disais, la lecture est assez spéciale. Enfin, c'est très lourd à gérer, en fait, comme notion. Intéressant. Tu provoques des émotions, tu sais, quand tu écris, Alix. Non, mais oui, bien sûr. En fait, c'est vrai, on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder le sujet. C'est bien que tu l'amènes sur la table. C'est que je pense, pour les partenaires, ça trouble beaucoup la confiance en soi aussi, d'avoir l'impression de ne plus être un objet de désir. Tout comme l'inverse est vrai aussi quand une femme est face à un partenaire qui a des troubles de l'érection. Pareil, il y a ce truc, je ne suis pas bandante. C'est pareil pour les hommes qui peuvent avoir ce genre d'idées reçues face à une fille qui, du coup, suite au vaginisme ou à cause du vaginisme en cours, n'éprouve plus de désir parce on se sent tellement coupé de son corps, on associe ça à beaucoup d'émotions négatives, de sensations négatives. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile du tout à reconstruire, surtout dans un couple, disons, établi depuis longtemps, quoi. Ou faire table rase de ces événements, de cette période, ou des attentes qu'on pouvait avoir, de comment les choses étaient avant. Ça demande beaucoup de communication, ça demande beaucoup de patience. Et c'est pour ça qu'il faut présenter aux gens que c'est ça, en fait, les outils qui comptent et représenter ce dialogue-là, parce qu'en fait, c'est la clé. Surtout que cette notion de perte de désir que j'entends dans un couple établi, surtout quand il y a un avant, comme dans ton histoire, Alix, c'est-à-dire il y a un avant où tout se passe bien et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, il peut y avoir une association un peu rapide de se dire « Ok, en fait, elle ne m'aime plus ». Comme toi, à un moment, tu t'es demandé, est-ce que c'est mon partenaire et que c'est plus le bon ? Comment, pour celles qui nous écouteraient ou ceux qui nous écouteraient, comment on arrive à faire le tri de toutes ces informations-là en se disant « Merde, est-ce que c'est mon désir ? Du coup, ça veut dire que je l'aime plus ?» Comment on procède ? En fait, je pense que là, c'est le genre de moment où il faut vraiment se concentrer sur soi
et essayer d'oublier toutes les idées reçues. Et vraiment se demander, mais moi, au fond, de quoi j'ai besoin, quoi. Quand j'étais en plein là-dedans, que je désirais plus mon partenaire, avec qui je suis encore aujourd'hui. Hein, donc, moi, c'est une très belle histoire d'amour aussi. Il faut le dire, il y a des mecs qui sont incroyablement patients et bienveillants. Oui, l'idée m'a traversée, mais est-ce que je dois le quitter pour me réapproprier ma sexualité ? Mais en fait, j'avais pas envie. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un que j'aimais et j'avais envie de continuer à partager ma vie et mon quotidien avec lui. Et en fait, c'est la seule question qui compte, quoi. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Et tout à l'heure, tu t'évoquais tes potes et ton entourage qui essayaient de t'aider à trouver des solutions, etc. Ça aussi, c'est une énième injonction au fait qu'il faut à tout prix pratiquer une sexualité. Peut-être pas, en fait. Que si toi, ça t'attire pas, ou peu importe si ça n'attire pas quelqu'un... on se porte très bien sans, quoi. Autant tu peux pas t'empêcher de manger ou de respirer, autant tu peux très très bien vivre heureuse, épanouie, sans aucune forme de sexualité. C'est tout à fait OK. Et c'est aussi valable pour les hommes, d'ailleurs. Il y a bien plus d'hommes qu'on le croit qui ne pratiquent pas de sexualité et qui s'en portent extrêmement bien, quoi. Parce qu'il y a aussi ce truc autour des troubles du désir où c'est typiquement associé au féminin, quoi. C'est les femmes qui n'ont pas envie. C'est les femmes qui ont tout le temps mal à la tête. Et c'est pas forcément vrai, quoi. Ouais, bien sûr. Ça te parle, ça, justement, le fait de se dire... après, il peut y avoir des couples qui, pendant une période, mais comme tu dis, une période de désir, mais d'ailleurs, tu le dis aussi, toi, sur la notion de se dire, là, je souffre d'un mal qui va rester toute notre vie. Est-ce que ce truc de se dire, ah mon Dieu, c'est catastrophique, ça va rester toute notre vie, et du coup, peut-être qu'on fera plus jamais l'amour, ou je sais pas trop quoi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé, Yorel et qui rajoute à la chape de se dire un couple doit faire l'amour absolument, doit avoir des rapports sexuels, doit baiser, comme tu dis, quelle que soit la forme que ça prend, entre guillemets. Moi, j'ai eu de la chance que du coup, j'ai eu, entre guillemets, une instance où est-ce que c'est arrivé, ce n'est plus arrivé. Du coup, je me suis dit, ça existe et ça peut ne plus exister. Donc, j'ai toujours, techniquement, je sais pas comment vous êtes à l'aise avec ça, vous, personnellement, mais moi, l'idée que, il y a de l'espoir, on peut retrouver comme avant, c'est aussi un truc qu'elle veut, parce qu'elle veut des enfants, et pour reprendre un petit peu l'histoire de Chloé, l'idée d'avoir mal avec des enfants et de ça machin, et que ça reste toute la vie, oui, non, c'est pas forcément une idée joyeuse. Donc non, personnellement, l'idée que oh là là, ça va rester, c'est plus resté quand c'est arrivé à nouveau pour ma copine Carole, c'est quelque chose vraiment, la nuit même elle a pas arrêté de pleurer, c'est quelque chose, elle paniquait en boucle. À l'idée de rester là-dedans, quoi. Ouais. Et est-ce que Carole s'est tournée à essayer de trouver des professionnels de santé pour l'accompagner ? Oui, mais par faute de finances, un peu de ma faute. Par faute de finances, c'est un peu difficile. Et puis surtout en Suisse, c'est un pays, on le voit pas vu de l'extérieur, mais c'est un pays avec des valeurs très, très chrétiennes. Donc ce genre de sujet, vraiment, c'est très difficile d'approche. Il y a des gynécologues qui, eux-mêmes, s'amusent à être assez... avoir une langue trempée dans le vitriol. Ce genre de choses. Honnêtement, c'est pour ça d'ailleurs je suis plutôt content que même si c'est par des soucis financiers qu'on est arrivé en France, le fait que du coup il y a plus de spécialistes, il y a plus de pensée ouverte ici sur ce genre de sujet. Et justement, Maëlle, Alix, est-ce que vous avez des recommandations pour quelqu'un justement qui aurait du vaginisme et qui ne sait pas très bien par quel bout prendre le truc, à qui j'en parle, comment j'en parle, est-ce que j'en parle, si oui, je vais où ? Est-ce que vous avez des recos Je t'en prie, Maëlle. Alors moi, je recommanderais le site des Clés de Vénus. C'est une association qui parle de vaginisme. Et c'est vrai que ça peut être coûteux. Moi, je sais que c'est pour ça que j'ai pas entamé une guérison avec des professionnels au départ, tout simplement parce que ça représentait des frais de psychologue, de gynéco, voilà. Mais il y a des associations qui existent, il y a des liens qui sont faits où on recense en fait toutes les informations qu'on peut trouver. Donc les Clés de Vénus, si tu as besoin, tu vas sur ce site, ça va t'aider. Ok, trop bien. Moi, c'est grâce à ce site-là que j'ai trouvé la gynécologue qui ensuite m'a suivie, m'a accompagnée pendant plusieurs mois au sein de tout un service dans un hôpital public en Belgique. Moi, je vis à Bruxelles. Mais donc, le site Les Clés de Vénus a un répertoire, un annuaire classé par région qui recense un peu les professionnels de santé, que ce soit les gynécologues, des kinés ou des sexologues, psychologues, dont on sait qu'ils sont sensibles à ce sujet-là. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où moi j'ai posé des mots dessus et que j'ai commencé à essayer d'aller voir quelqu'un pour me faire aider,
Je suis tombée aussi sur des gynécologues, non pas qui étaient malveillants, mais en tout cas qui ne semblaient pas du tout savoir que ce genre de problème existait et qui du coup n'ont pas pu poser un diagnostic et m'aiguiller vers les bonnes ressources, quoi. Donc ce site-là est vraiment bien fait et allez voir parce que je sais que dans les hôpitaux publics aussi, il y a des gynécologues qui sont très sensibles au sujet et même si en effet la psychologie malheureusement c'est coûteux, au moins un accompagnement vraiment strictement médical pourrait déjà bien aider, quoi. Ok. Et effectivement, moi j'avais une jeune fille qui m'avait écrit et qui vit en campagne, donc a peu d'accès aux soins et qui se retrouvait qui se sentait très très seule sur ce sujet-là. Elle savait pas par quel bout prendre les trucs, donc je sais pas si j'imagine qu'il doit y avoir des professionnels de santé qui peuvent faire aussi en visio ou trouver un moyen. Et puis c'est vrai qu'il y a le truc que c'est coûteux, ça c'est difficile, quoi. Alors je sais qu'il y a quelques offres qui doivent pouvoir être faites pour les étudiants. Il faudrait d'ailleurs que je creuse pour que je le mette en ressource avec le podcast. Peut-être dans les plannings familiaux aussi. Généralement, là-bas, dans les plannings, c'est des gens qui sont très, très, très sensibles à toutes les problématiques contemporaines et qui pourraient vraiment être une première porte d'entrée pour trouver des ressources proches de chez soi. Ouais. Pas hésiter à aller s'adresser au planning. C'est vraiment des gens qui font un travail de fond formidable. Ouais. Puis j'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu disais, Chloé, aussi de se faire confiance sur le bon moment pour, entre guillemets, s'attaquer au sujet. Parce que tu avais l'air de dire que toi, il y avait une phase, alors je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais où tu n'avais pas forcément envie d'aller voir des spécialistes, pas encore envie et c'est complètement OK, en fait. Il y a un moment où je rejoins ce que tu disais, Alix, en disant c'est aussi OK d'avoir une vie sexuelle qui est celle-ci à un moment donné, et tu es, en tout cas Chloé et celles qui nous écoutent, la seule à même de décider quand et comment adresser ce sujet avec son corps, quoi. Donc ça, je pense que c'est important. Je sais pas qu'est-ce qui t'a... En tout cas, est-ce que t'es à l'aise avec ce truc-là? Est-ce qu'il y a un moment où on t'a forcé et du coup tu y allais malgré toi, consulter, etc. Moi, du coup, mes relations d'après ont été un peu mieux. Enfin, notamment la dernière, où ça s'est très bien passé. Donc, j'ai pas ressenti la nécessité d'aller voir un professionnel de santé. Mais j'ai eu des expériences récemment qui m'ont un peu remise en question. Donc, je sais que je dois y aller, mais j'y suis toujours pas allée. Maintenant, ça va mieux. Je veux dire, je pense que je serais capable d'aller voir un professionnel de santé. C'est seulement que je sais à qui m'adresser, mais je trouve que c'est peu... comment dire, on a peu d'accès à ça, quand même. Moi, je suis dans le 93. Après, je sais qu'il y a, dans la ville d'à côté, il y a un Cégide. Donc, où il y a des pistages, il y a des sexologues, des psychologues, etc. Donc, c'est très bien. Mais c'est vrai que faire 1 heure de transport pour y aller... et puis, c'est quand même quelque chose de un peu touchy. Et j'ai du mal à me dire, OK, il faut que je m'accorde ce temps-là pour aller voir un professionnel. Et dans la première question, qu'est-ce que votre corps vous demande? Je pense que mon corps me demande vraiment d'aller voir un professionnel. Mais oui, il faut que je le fasse. Ok, tu sens que tu es en négociation avec ton corps, c'est ok. C'est ok de négocier. Et je pense, tu parles en tout cas de l'investissement que c'est, j'ai envie de dire physique, temps, argent. Et donc je pense que c'est super important d'être en confiance avec les professionnels que tu rencontres. Donc si vous avez un mauvais feeling avec un professionnel, et ben next, vous allez revoir un autre. Je pense que ça c'est super important de s'écouter là-dessus. Et justement, est-ce que vous avez l'impression, parce que tu dis dans ma dernière relation ça s'est mieux passé, est-ce que vous avez l'impression que parfois c'est la façon de faire l'amour, mais on en a un petit peu parlé, mais la façon de faire l'amour qui peut provoquer des douleurs ou du vaginisme? Alors douleur ou vaginisme, c'est pas la même chose, mais... Oui, tout à fait. Et, j'ai un grand oui chez Alix. C'est vrai, non mais ça c'est un peu aussi tabou de le dire, parce que, alors d'un côté... Oui, un grand oui. De l'autre, ça ne veut pas dire que l'apparition du vaginisme est particulièrement liée au partenaire avec qui ça se produit. Il y a toute une nuance autour de ça. Mais en fait, pourquoi je réponds un grand oui? C'est parce qu'un peu plus tôt, Chloé, tu as évoqué un truc très intéressant. C'est que parfois, toi, ça peut ne pas du tout se produire, le vaginisme, si on t'a vraiment super bien préparé, si tu es bien dans le mood, si tu es bien excité.
En fait, ça, normalement, il faudrait que ce soit 100% du temps le cas pour 100% des gens. Et c'est absolument pas le cas. Je sais pas qui peut se targuer de ce genre de statistiques, en tout cas pas moi du tout. Mais en fait, ça aussi, c'est le résultat d'une construction culturelle, quoi. Et c'est très important de bien comprendre qu'en fait, enchaîner les quickies, ça fait plaisir à personne, quoi. C'est pas du tout ce que le corps, qui est une machine hyper méga sensible et super méga intéressante, qui permet énormément de sensations bien au-delà de la pénétration, promet en termes de plaisir, quoi. Et que d'explorer ça bien tranquillement et de faire monter le désir, le plaisir, ça demande du temps, ça demande de la communication, ça demande de l'exploration. Et en fait, ça devrait être la norme tout le temps, parce que c'est la seule manière de vraiment, vraiment kiffer, de faire l'amour avec ses partenaires. Bah ouais. De ne plus parler de préliminaire, mais de parler de faire l'amour. À partir du moment où il y a un contact de corps à corps, de peau à peau, on est déjà en train de faire l'amour. Toi, tu as l'impression que du coup, le slow sex, entre guillemets, en tout cas le fait de prendre le temps, de faire monter le désir par de multiples façons, favorise potentiellement, j'allais dire une guérison, c'est pas le bon mot, mais en tout cas de se reconnecter peut-être à son corps et à son désir de façon un peu plus apaisée. Tout à fait, oui. Non seulement pour le vaginisme, en termes de détente musculaire au sens strict, ça favorise beaucoup. Et puis, ça permet justement de petit à petit s'apercevoir qu'en fait, on peut prendre au moins autant de plaisir dans d'autres pratiques qui ne sont pas celles vers lesquelles on se dirige au début de la vie sexuelle, parce qu'on a des représentations qui sont très, très limitées, en fait. On ne se rend pas bien compte de tout ce qu'il est possible de faire avec son corps, parce que c'est des choses dont personne ne nous parle à aucun moment, et que chacun à son rythme dans la vie avance pas à pas et s'aperçoit de ce qui lui plaît vraiment. Et donc si on peut dire aux gens que sortez des sentiers battus, vous allez voir, vous allez tomber sur plein de Pokémon rares, c'est bien, plutôt on s'en aperçoit et plutôt on part dans cette exploration-là, et chacun trouvera son truc. Pikachu est cool, mais franchement, il y en a plein d'autres. Exactement. Et justement, on a pas mal parlé en tout cas de la notion de guérir, de la peur de rester comme ça toute sa vie. Est-ce qu'on guérit du vaginisme ? Est-ce qu'on a du vaginisme toute sa vie ? Pour celles qui nous écoutent et qui diraient « je vais jamais m'en sortir », qu'est-ce qu'on peut leur expliquer ou leur dire ? Que les professionnels déjà débattent de la question. Donc moi, je vois le vaginisme comme un mécanisme de défense, donc il réapparaît quand tu te sens en danger. Donc je dirais qu'il n'y a pas une guérison définitive, mais il y a une façon d'apprendre à écouter son corps, à prendre le temps de voir quand est-ce qu'il se sent en danger, qui peut te permettre d'aller mieux, je dirais. Mais c'est pas une... Voilà. Ce serait mon avis, je pense. Quand on t'écoute, on a envie du coup de se dire que le vaginisme est presque un allié. Quand tu dis c'est un mécanisme qui se met en place quand tu te sens en danger. Moi, je le vois totalement comme un allié. C'est-à-dire une façon pour ton corps de te rappeler qu'il a des envies, qu'il ne faut pas essayer de le restreindre. Et surtout, je pensais à une étude qui a été faite aux États-Unis qui parlait du plaisir ressenti par les personnes qui souffrent de vaginisme. Et finalement, on vient à la stat que elles ont des sexualités qu'elles estiment après plus épanouissantes, en fait. Parce qu'elles ont pris le temps de construire leur sexualité, de se poser les questions. Et du coup, forcément, ça leur permet de développer des pratiques qui vraiment sont plaisantes. Trop bien. Les deux se rejoignent complètement, c'est trop bien. Bah ouais, mais c'est aussi, moi, je trouve dans ta BD, Alix, ce qu'on comprend très bien, et moi, ce qui m'a marqué, parce que j'ai l'impression d'avoir fait ce chemin sans avoir besoin du vaginisme, et j'ai envie de dire tant mieux, mais d'explorer sa sexualité, de se demander mais qu'est-ce qui me fait plaisir, se connecter à son corps, de faire tomber les croyances, d'ouvrir les chemins, et d'explorer, et tout ça, on devrait toutes et tous le faire, et avoir la chance de le faire. Comme tu dis, on a des représentations qui, malheureusement, font qu'il y a des personnes qui, toute leur vie, seront dans des schémas, non pas parce qu'ils les ont choisis, mais parce qu'ils ont... Voilà, le fait est... Donc, je pense que le vaginisme, toi, entre guillemets, t'a forcé à aller dans cette exploration, et tu dis un peu la même chose. Et je voulais revenir juste sur les pratiques, justement, d'exploration dont on parle. C'est pas du tout des trucs extrêmes, en mode BDSM ou je sais pas quoi, des trucs waouh. Non, c'est juste d'aller plus lentement, de prendre plus son temps, de plus se toucher, de plus se caresser, par exemple. Même ça, en fait, c'est encore trop peu la norme, quoi. Ouais, pour moi, mais c'est ce que tu dis, c'est vraiment ce que tu dis, Maëlle, c'est de se connecter à soi et à ses sensations et à son corps. Et donc, quand son corps dit stop, l'entendre. Et quand il te dit encore, c'est réussir à l'entendre aussi, quoi.
Donc, c'est effectivement... je me dis que ceux qui nous écoutent, si on peut leur dire que c'est carrément une opportunité, peut-être que là, maintenant, tout de suite, c'est peut-être pas évident à entendre. J'imagine que quand tu parlais de ces 4 ans de solitude, de difficultés, c'est peut-être difficile de se dire si, tu vas voir, au bout du chemin, il y a quelque chose de positif. Mais peut-être que ça peut faire du bien à entendre, donc on va le dire. Et donc, oui, donc sur cette notion de guérison, pour vous, c'est quelque chose qui vous accompagne toute votre vie, quoi, a priori. Oui, je trouve très très juste ce que tu as évoqué, Maëlle. Et peu importe ce qu'on appelle guérison, en tout cas, généralement, ça ne veut pas dire qu'on reviendra à l'état d'avant, si on avait une sexualité fonctionnelle, je dirais, avant. Parce que justement, on va tellement apprendre sur le chemin, apprendre à se connecter différemment à son corps, que plus jamais on fera l'amour comme avant. Et au fond, j'y crois, c'est une bonne chose. Donc voilà, à toutes celles qui nous écoutent, qui souffrent de vaginisme, à tous leurs partenaires qui se sentent démunis ou tristes par cette situation, franchement, essayons tous collectivement d'envisager le sexe sous un autre prisme, parce que c'est répandu, c'est moins grave que ce qu'on peut croire. Il existe énormément de choses qui vont vous donner accès à une sexualité qui pourrait tout à fait vous satisfaire, et même au-delà, bien plus que si ça n'était pas arrivé. Ouais, carrément. Et puis on a parlé des professionnels, on a parlé de la communication. Et est-ce que typiquement, vous, avec vos partenaires, vous avez déjà envisagé de consulter un sexologue sur ces questions-là ? Je me tourne vers toi, du coup, Yorel, même si après, il y a des questions de budget que j'ai bien notées. Mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé, de vous dire, OK, on y va ensemble, c'est un sujet qui est le nôtre, et du coup, on va voir un sexologue ? Oui, la question est venue, revenue, revenue. Elle est là. Même après avoir lu très récemment Impénétrable, oui, la question est encore revenue. Est-ce qu'on devrait voir quelqu'un, machin. Donc, pour l'instant, voilà, il y a encore cette fameuse question budget, mais oui, totalement. Ok. Je te posais la question aussi parce que, outre le budget, qui à nouveau, on peut pas se mentir, c'est quelque chose, il y a aussi parfois une barrière psychologique de se dire on n'a pas besoin d'aller voir un sexologue, parce que aller voir un sexologue, c'est avouer qu'il y a un problème, ou le sexologue, c'est plus pour les couples qui vont mal, un peu comme la sexualité qui va mal. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous êtes un espèce d'auto-frein que parfois on se met ? Moi, je sais que moi-même, je me le suis posé à un moment dans mon couple. L'histoire du frein par rapport de se dire, si on va voir un sexologue, c'est qu'on va mal, en fait. C'est que notre couple va mal. Je dirais pas que c'est une question que le couple va mal. C'est que... je vais juste me rapprocher. Mais c'est que le corps a une réaction qui est, par définition, purement scientifique, purement biologique et physionomique. Oui et non, pas normale. Donc au moins admettre ce problème, parce que sinon on n'aurait pas cette histoire de se soigner, de après guérir, se retrouver, enfin voilà. Donc oui, pour moi, il n'y a pas eu cette question-là, parce que déjà, tu fais l'amour, t'es content, voilà, vous avez tous les deux joui, vous êtes content, mais après, la semaine après, elle dit aïe, ouais non, par définition il y a quelque chose qui va pas. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qui va pas chez quelqu'un ou chez l'autre, voilà, mais... Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, et se mentir, ou en tout cas esquiver la vérité, c'est quelque chose qui au final finit par ramener vachement plus d'emmerdes dans la vie. Donc, Ouais, et plus de souffrance, on se l'était dit au début de l'épisode. En tout cas, ouais, c'est toujours pareil, c'est parfois difficile, voilà, quand on a 20 ans, peu de moyens, etc., de se dire, vas-y, on va en thérapie tous les deux, mais en tout cas, je trouve que pour les partenaires qui nous écoutent, se dire, tu sais, ton sujet, c'est notre sujet, et de se dire, viens, on essaie de trouver une solution ensemble, et on s'implique ensemble, je pense que, j'imagine, je ne sais pas ce que vous en pensez, Maëlle et Chloé, que ça peut être quelque chose d'assez doux à entendre dans ces moments-là, pour se sentir une team, quoi. C'est à base d'un couple. Oui, je pense que c'est bien de prendre quelqu'un par la main, et pas forcément dans les moments où ça va très mal, même dans les moments où ça va bien. En général, les personnes sont conscientes qu'on est atteinte de vaginisme, donc quand on décide de leur dire. Donc ça peut être bien d'aider la personne, puisqu'en général c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on est un peu gêné. Enfin, on va pas aller... Moi, j'ai du mal à faire les choses par moi-même. J'aime bien qu'on
qu'on me booste à aller voir des professionnels, etc. Donc ouais, quelque chose pour ça peut être bien dans une relation d'avoir quelqu'un qui nous tend à aller mieux. Trop bien. Et du coup, si vous aviez quelque chose à dire à celles et ceux qui nous écoutent, alors des personnes qui souffrent de vaginisme ou des partenaires de personnes qui souffrent de vaginisme, si vous aviez un seul conseil ou un seul message à leur donner, qu'est-ce que ce serait ? Vous pouvez en donner 2, hein. Je suis un peu radine, évidemment, tous les conseils que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Alors moi, je dirais aux partenaires sans mettre une pression en disant il faut absolument que tu fasses ci ou ça, dire si tu as besoin, moi je suis là pour t'accompagner à tes rendez-vous, pour les exercices de respiration, pour en parler, parce qu'il y a quand même une psychosomatisation, donc il y a l'aspect psychologique, qui est là. Donc être une présence en fait, sans réclamer quoi que ce soit, dire moi je peux être là et je peux te soutenir dans tout ça, parce que moi aussi ça me concerne. Trop bien, merci. Je rebondis d'ailleurs, Yorel, je pense que je trouve ça très très chouette. Carole, initialement, voulait participer aussi à l'épisode. Et je sais, elle me l'a dit, et tu me l'as dit, que ça comptait vachement pour elle que tu sois là dans le couple, que tu aies décidé de venir et de participer en disant, voilà, je me ferai voix de Carole et puis de moi-même. Je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, Maëlle, de dire, voilà, je suis là et on est ensemble sur ce sujet-là, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je fais le lien. Jérémy, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner ? Par rapport à tout ce qu'on a dit, je dirais de faire tomber les tabous. C'est, encore une fois, la sexualité est un sujet qui devrait être plus ouvert à tous et de se faire confiance. De se faire confiance et de faire confiance à l'autre et de ne pas essayer de créer quelque chose de négatif. D'écouter aussi, voilà. Ouais, de l'écoute, de la parole, et du coup pour créer des petits espaces de confiance où on peut tous partager et tous dire, c'est pas mal. Alix, je continue en mode tour de table, classique. Mais pour ma part, sur le moment quand j'étais vraiment en plein là-dedans, ce qui me faisait le plus souffrir, c'était la culpabilité. La culpabilité vis-à-vis de mon partenaire. Et donc, j'aurais envie de dire aux personnes qui souffrent de ça actuellement, enlevez-vous cette culpabilité. Et pour aider à ça, c'est clairement aux partenaires qui sont face à ça de manifester de l'empathie. Comme l'a dit Maëlle, comme l'a évoqué Chloé. Je pense que la combinaison des deux soulagera absolument tout le monde et aidera déjà à faire des grands pas en avant. Parce que ça pétrifie très fort, en fait, la culpabilité. Ouais, merci. Yorel, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Je prendrai des conseils très crus, très simples. Tentez ce qui vous plaît, testez tout. Au pire cas, vous aurez quoi, mal aux fesses ? Je veux dire, oui, testez tout. Il y a des alternatives. La sexualité est un énorme spectre, sans mauvais jeu de mots. Mais oui, non, testez tout, communiquez. La culpabilité, c'est là où je rejoins Alix, parce que oui, c'est quelque chose. C'est là encore où est-ce que la lecture était très lourde. Oui, c'est. Discutez-en, parce que putain. L'idée du coup que la personne se sent coupable de pas vous faire du bien et vous vous sentez coupable, le machin, ça entraîne un cycle tellement malsain. Et ouais, non, c'est. Ouais, t'as l'impression que du coup, la lecture, parce que j'ai compris par Carole que vous aviez presque fait une lecture commune d'Infénétrable, ouais. Donc lecture de couple d'Infénétrable, et que ça vous a aidé justement à peut-être faire tomber des espèces de tabous, comme tu dis, elle se sent coupable d'eux, je me sens coupable d'eux, et du coup, genre... C'est pas tant ça, c'est surtout qu'en fait, on a l'impression de lire un peu un jugement impartial, neutre et absolu de toutes les erreurs, entre guillemets, qu'on a déjà fait, c'est-à-dire... forcément avec l'instinct survie, la frustration se monte et ce genre de choses et ça crée un truc malsain et du coup je me suis j'ai eu vraiment cette identification très forte et violente avec Lucas dans le livre où est-ce que du coup par exemple où est-ce que tu là, notamment la page il faut que tu le suces et machin ça je me suis pris des gifles dans la gueule et c'était assez particulier, mais oui, non, c'est pour ça que ce cycle de vraiment se préserver et pouvoir aider... En fait, je pense qu'aucun homme n'a envie qu'on lui apporte
du plaisir ou de la sexualité par contrainte, en fait. C'est Et malsain. c'est malsain et tous les hommes s'accordent à le dire, mais nous femmes, et ça c'est très intéressant parce que depuis que je suis en dédicace et que je tourne pour ce livre, j'ai l'occasion de parler avec plein de femmes qui viennent avec leurs témoignages, et beaucoup d'entre elles me disent quand même, et c'est chouette de le souligner, « Ah, je suis avec un partenaire très compréhensif, très patient ». Mais malgré ça, malgré le fait que les hommes n'ont même pas à formuler quoi que ce soit d'exigence, nous les femmes, on les a tellement intériorisés qu'on va d'office le faire. Et quand les hommes découvrent ça, ils sont horrifiés. Personne ne voudrait être de l'autre côté face à ça, quoi. Donc il faut tout qu'on arrête absolument de s'obliger à faire des trucs. C'est ça, et puis surtout, il y a cette sensation sous-jacente. Alors, peut-être un poil extrême, ce que je dirais, mais la sensation presque de violer. Et c'est là où est-ce que... Ouais, non, c'est vraiment... Il y a des remises en question, des nuits où est-ce qu'on dort pas, et ouais, non, c'est pas joyeux. Non, mais tu as raison de dire que dans ce processus de prise de conscience, de toutes ces croyances qu'on a intégrées, de tous ces actes qu'on a pu faire malgré soi ou parce qu'on n'avait pas conscience que, voilà, parce que la communication était peut-être pas là, etc. C'est un processus qui est quand même douloureux. Je pense qu'on peut le dire, Alix, que c'est pas toujours, c'est pas la belle découverte à chaque petit coin de chemin. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Donc dans ces cas-là, il faut se rappeler que le but ultime, pour le coup, la lumière au bout du tunnel, c'est une vraie lumière, si on peut y arriver. Mais c'est vrai que tu as raison, Yorel, de dire qu'en tout cas, ça peut être des prises de conscience qui sont pas évidentes à vivre intellectuellement et corporellement et émotionnellement. Mais c'est chouette, je trouve, en tout cas, l'idée qu'ils aient lu ton livre tous les deux ensemble, j'aime l'idée. Un vrai team spirit. Je ne sais plus si on a fini. Non, Chloé, tu n'as pas fait ton petit conseil. Mon conseil, ça serait donc vraiment de communiquer, utiliser le ciment, de toujours prendre son temps et comme tu l'as dit, c'est important. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vais recommencer. C'est important de se connaître et de faire attention à ce qu'on veut nous-mêmes. Et si on ne veut pas en parler à notre partenaire, on n'est pas obligé. On peut prendre nos distances. Enfin, c'est vraiment... Ah oui, je sais. C'est bénéfique d'une certaine manière le vaginisme, puisque ça nous fait plus prendre conscience de ce qui se passait dans notre cerveau et ça se traduit directement. En fait, c'est comme si notre cerveau avait une emprise énorme sur notre corps et il faut l'écouter parce que c'est ce dont on a réellement besoin, je pense. Et si une relation se passe mal et douloureuse, c'est que nous-mêmes on n'est pas à l'aise. Donc c'est un mal pour un bien. Ça nous fait nous remettre en question énormément. Et faut le voir comme un petit Pikachu sur l'épaule qui nous donne des petits conseils. Oui, c'est vrai qu'il faut... C'est très dur à gérer, mais il faut prendre conscience que en somme, ça nous aidera à grandir. Trop bien, merci beaucoup. Et c'est vrai que je pense qu'on l'a dit, mais en tout cas, toutes ces découvertes qu'on fait quand on doit sortir des sentiers battus, justement, parce que là, en l'occurrence, on a parlé de vaginisme, mais il peut y avoir d'autres parcours qui font qu'il y a un moment, on a un pit stop et on est obligé d'ouvrir les dossiers et les placards. Dans ces cas-là, tous les conseils qu'on a pu distiller pendant notre conversation sont applicables à toutes et à tous, même quand il n'y a pas de vaginisme. S'écouter, prendre le temps, communiquer, ne pas faire le lit de notre sexualité sur de la culpabilité ou sur des douleurs, tout ça, on arrête, on ne se force plus, on écoute, on parle, on discute. Donc merci beaucoup d'avoir tous et toutes été là pour discuter. Je pense qu'on aurait pu encore continuer à discuter pas mal de temps. Mais en tout cas, je vous recommande, pour ceux qui nous écoutent, de lire la BD d'Alix Garin, qu'on mettra évidemment dans les recommandations du podcast. Et Maëlle, tu n'en as pas parlé, mais tu as aussi écrit un livre sur le vaginisme qui s'appelle « Le manuel pour te reconnecter à ton corps et te libérer des douleurs ». Donc, je pense que c'est quelque chose que toutes les personnes qui ont du vaginisme achèteront. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement Alors, rapidement, justement, je reviens juste sur le titre. C'est que du coup, il n'y a pas le terme soigner, guérison, etc. Et vraiment se libérer des douleurs parce que
C'est l'objectif en fait, c'est juste de plus avoir mal sans forcément se mettre de la pression. Ce livre, c'est l'ensemble de tous les conseils que j'ai pu trouver, tous les exercices physiques, psychologiques qui m'auraient bien servi à l'époque. Et voilà, c'est un petit condensé de tout ça et de tout ce que j'ai pu entendre sur les réseaux sociaux sur le sujet. Trop bien, donc extrêmement précieux, notamment pour toutes celles qui n'ont pas encore accès à des professionnels de santé, etc. Je pense que dans ces 2 livres qui ont un style très différent, mais je suis sûre que déjà vous trouverez des idées et des choses qui potentiellement pourront vous apaiser ou vous mettre sur la voie peut-être de la solution ou de la chose qui est bonne pour vous. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. J'ai une petite question rituelle de fin d'épisode de partager un titre, une musique, une chanson qui parle de sexualité, d'amour, de sensualité, de désir, quelque chose qui vous connecte à tout ça et qui vous fait du bien. Est-ce que vous avez une chanson qui vous vient et qui rejoindra donc la playlist La chose étrange sur Spotify et sur Deezer? Never Fade Away de Samouraï. Never Fade Away de Samouraï. Qu'est-ce qu'elle te dit cette... Alors c'est une chanson qui parle de deuil amoureux ou trucs comme ça. Alors, c'est un peu plus l'amour, un peu moins précis en tout cas comme sujet, mais... Ouais, c'était pas... Je vous ai pas demandé un titre sur le vaginisme. Là, ça aurait été quand même un peu difficile. Un peu niche. Après, ça pourrait être un titre que vous avez écouté dans des moments comme ça, mais bon. Mais ouais, en gros, alors c'est une chanson à la base qui est fictive pour le jeu Cyberpunk 2077, mais en gros, le chanteur est quelqu'un qui est vraiment écorché vif. Et il a perdu sa femme, enfin sa copine, c'est pas vraiment une femme, mais qui est journaliste et qui a investigué face à oh là là, des méchants corpos. Et du coup, en fait, il explique que malgré tout ça, le fait qu'elle soit plus là et ça machin, c'est les souvenirs, les choses qui comptent, qui ne disparaissent pas vraiment, never fade away et ça machin. Ok, donc c'est plus sur la rupture et le deuil amoureux. Très bien. Épisode qu'on va bientôt enregistrer. Qui d'autre a un petit titre à partager? Chloé, elle le recherche. Vas-y, prends ton temps. Qui a un titre? Le premier qui vient en tête, donc on va faire vraiment à l'instinct, c'est Sweetest Revenge de Rhaye, R-H-Y-E. Et ça, c'est un titre que j'ai beaucoup écouté avant la réalisation de l'album et dont les premières phrases qui sont en anglais, je vous laisserai les découvrir. Je me suis beaucoup identifiée à ça. Trop bien, j'adore. Core d'Iseult. Ouais, je crois qu'il est déjà là, mais je vais vérifier. C'est pas... Iseult revient assez régulièrement. Core, je crois qu'il y est déjà, mais c'est pas grave. On peut pas mettre double pouce, mais je crois qu'elle est déjà là. Maëlle ou Jérémy qui sont en train de chercher. Merde, je sais pas. À toi l'honneur. Moi, j'ai une musique que j'aime beaucoup, c'est Love is a Losing Game de Amy Winehouse. Parce que c'est des musiques déjà qui mettent trop dans l'ambiance, parce que c'est Amy Winehouse et qu'elle a la plus belle voix du monde. Et c'est une musique qui me rappelle beaucoup de souvenirs, de douceur. Voilà. Une musique qui fait du bien dans ces moments-là. Trop bien. Merci. J'ai essayé d'y penser. J'aurais dit Love de Kesha Cole. C'est pas vraiment... Ça parle plus de rupture ou même d'envie de retrouver quelqu'un. Mais quand on parle d'amour, c'est la première chanson qui me vient en tête. Ça a toujours été cette musique que j'ai entendue depuis des années, depuis tout petit. Ah, trop bien. Mais c'est vrai qu'en plus, dans les chansons d'amour, il y a beaucoup du sentiment amoureux, de la rupture, de la perte, parce que c'est des moments où, pour le coup, la sensation et l'émotion est quand même super exacerbée. C'est probablement les plus belles chansons d'amour sont liées à une rupture ou une tristesse. Merci beaucoup. En tout cas, elles vont rejoindre, du coup, vos titres vont rejoindre la playlist. Merci encore d'avoir été toutes et tous avec nous et j'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés auront pu trouver quelques éléments d'apaisement dans ce qu'on aura pu partager. On mettra évidemment toutes les ressources en lien avec l'épisode. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Et voilà. Alors, vos impressions? Génial. Vous pouvez garder comme vous voulez. Ouais. Ah, génial. Je trouve qu'on a vraiment abordé beaucoup de thématiques différentes. C'est trop cool. Trop bien. C'est passé super vite. Ça Ouais. passe toujours vite.